veux juste vous redire que moi, je fouille tout le temps pour essayer de me rappeler les mots qu'utilisaient mes parents. Puis quand on a vécu sur une terre, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de mots qui viennent du perche, attendez que je les retrouve. Le perche est une petite partie de la Normandie, mais les premiers qui sont venus vers 1634, 1640, ils venaient du perche. Quand on parle d'une vailloche, si vous avez travaillé dans le champ, vous savez c'est quoi, hein? Oui, non? Oui? Une vailloche. Une vailloche. Avec un V. Ben, c'est un tas de foin. C'est une vailloche. Un broc. Mon père parlait du broc. Un broc à foin, un broc à fumier. Une tasserie. Vous savez c'est quoi? Bon, ben tout ça, c'est des mots qui viennent du perche. Alors, ça nous est arrivé au 17e siècle, puis il y en a encore qui savent tout ça. C'est incroyable comment il y a de mots, surtout dans les gens qui vivent sur la terre, qui se nourrissent de la terre, qui se rappellent de tous ces mots-là des ancêtres. Puis quand on dit, par exemple, « Attention, tu vas t'écarter », bien ça date du 16e siècle. Les marins. C'est un chemin malaisé. La Fontaine disait ça. Chicoter, ça me chicote. Molière utilisait ces mots-là. Quand on disait, comme plus jeune, on disait « je vais manger du cocombe », ma mère disait « non, on dit concombre ». Bien, au 17e siècle, ça disait « cocombe ». Jusqu'au 17e siècle, on disait « cocombe », C-O-C-O-M-B-R-E. Éplucher des légumes, bien, éplucher, ça vient de là. Attention, tu vas te démancher une épaule. Démancher, amancher, amanchure, ça vient du 15e siècle. Mirer des œufs, ça vient du 17e siècle. Quand quelqu'un dit « arrête donc de bretter puis fais donc ce que tu as à faire », bien, bretter, ça vient aussi de cette époque-là. Ça veut dire tarder à faire ce qu'on doit faire, se traîner les pieds. Mon Guillaume, il n'a jamais eu le temps. Bon, ton Guillaume, toi, il est parfait, c'est sûr. Son Guillaume, il est parfait. Quelqu'un qui dit « oh, je pense que je vais me canter un peu, je suis fatiguée. » Se canter, hein? C'est des mots qui viennent de là-bas. Taponner, arrête de taponner. Tapon, taponner, ça vient de la vieille France, 1671. Quelqu'un qui va dire « ah, ça, là, c'est un engeance. » Vous avez déjà entendu ça? Bien, Marie de l'Incarnation. Je lisais l'autre jour quelque chose, et Marie de l'Incarnation utilisait ce mot-là en parlant d'une plante qui s'agrandissait tout le temps et qui n'était plus capable de contenir. C'était un engeance. Des fois, on le dit à propos de quelqu'un aussi. Hein? Hein? Aussi. C'était un engeance, ce gars-là. Bon. Alors, des mots comme ça, là, il y en a encore tout plein. Faire des radoux. Ah, Oui. beaucoup de vocabulaire des marins. Oui. Le coqueron, c'était dans les bateaux. Quand on dit c'est cru dehors, hein, vous savez ce que je veux dire? On va abrier les enfants, hein? Il fait froid cette nuit. Abrier. Va chercher la malle. La malle, il y avait une espèce de charrette là, avec une malle, puis transporter le courrier comme ça. C'est toutes des choses qui nous viennent de là-bas. J'ai pour mon dire, c'est une expression qui vient de la vieille France, serrer le linge. Tu sais, serrer dans le sens de ranger. On dit ça encore. C'est de valeur au lieu de c'est dommage. Bien, c'est incroyable la quantité de mots qu'on dit encore sans savoir que ça vient du 16 ou du 17e siècle. Et c'est transmis comment? Bien, par nos parents puis nos grands-parents, par la langue qui est restée dans le vocabulaire. C'est moins vrai maintenant. Je pense que de moins en moins, c'est en train de se perdre, là. Mais peut-être parce qu'on vivait à la campagne puis qu'on se voyait plus, mais des mots comme ça... Regarde le temps aussi. Oui. Il fait brun. Hein? Il fait brun. Il fait crachin. Je vais jongler à ça. C'est à bon marché, je l'ai acheté. J'en ai des tonnes et des tonnes de mots comme ça. Et tout ça, c'est des mots qui nous viennent de la vieille France, du temps où ces gens-là sont venus. Est-ce qu'on peut les trouver à quelque part? Ben, ça, c'est pas des livres, c'est des choses que je trouve un peu partout. Ce que vous avez là, est-ce qu'on peut les trouver à quelque part? Ben, Il y a des dictionnaires qui existent. oui, il y a des dictionnaires. Puis moi, c'est beaucoup aussi, quand je lis, j'ai toujours ça en tête. Aussitôt que je retrouve un mot, je le mets sur une liste. Puis alors, ça vient d'un peu partout, mais je pourrais toujours envoyer ça à Chantal. Là, puis,
Envoyez ça à la ville, puis pareil dans l'histoire. Je vais envoyer ça à Chantal. J'ai envie de vous proposer qu'on fasse une petite chanson avant de finir, hein? Hein, OK? Laquelle on chante? Je sais pas laquelle qu'on chante. Attends, non, là. À la Clairefontaine? Hein, tout le monde, on la connaît? Oui. J'aurais une question. Voilà. Allez donc. Toutes les informations que vous avez eues concernant les filles du roi, Oui. Ça vient d'où? C'est-tu tous des historiens qui ont fourni ces informations-là? Il y a beaucoup, ben évidemment, on fouille beaucoup sur les historiens. Comme des fois, on trouve des choses sur Google, mais on sait bien que sur Google, il y a du beau puis du pas beau, puis il y a de tout et le contraire. Alors, les historiens, c'est pareil, on peut fouiller dans les bouquins de 4, 5, 6 historiens différents, puis il y a des choses qui ne coïncident pas, mais... Parce que comment on a pu faire pour savoir comment ça se passait en 1600 quelque chose? Bien, voilà. Les gens, ça l'a Il y a eu des écrits. D'abord, inventaires. les Jésuites qui étaient ici. Les Il y a eu, inventaires. après ça, au 17e siècle, quand quelqu'un mourait, il y avait les inventaires après décès, faits par le notaire. Beaucoup de choses qu'on trouve chez les notaires. Aussitôt qu'on achetait une vache, qu'on vendait une vache, ou bien qu'on avait un problème avec les clôtures, une chicane de clôture, ça arrivait chez le notaire. Tout est écrit. Du côté aussi de la religion, comme on était des catholiques, on peut tout savoir, la naissance, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, le mariage, le décès. Tout ça, c'est écrit. Alors, il y a des gens qui ont commencé ça bien avant nous. Comme nous, à Cap-Santé, il y avait eu un curé, l'abbé Gatien, qui a fait beaucoup de recherches. Bien, souvent, d'ailleurs, ça a été des religieux. Eux autres, il n'y avait pas d'enfants qui réveillaient la nuit, hein? Fait qu'ils dormaient mieux. Puis, il y a eu beaucoup de religieuses et de religieux qui ont travaillé l'histoire, ou de nos grands-parents, parfois, qui ont fait plein de recherches. Puis, évidemment, il y a les historiens. Alors, on fouille, on fait que ça. Oui. Pour madame, vous pouvez aller faire des recherches aux archives nationales à l'Université Laval. Là. Mhm. C'est formidable à la ligne. Ils ont de tout, puis ils sont gentils. Il y a aussi, nous autres, ce qu'on a fait en 2014, on a décidé de faire un coffret. On arrivait de France, on était allé passer 2 semaines en France parce que c'était l'année où arrivait le premier contingent de femmes ici, en Nouvelle-France. Eux autres, c'était le départ de leur première... Et on a eu beaucoup de conférences. On a ramassé de la documentation en affaires inouïes. On s'est dit, on ne va pas garder tout ça pour nous autres. Fait qu'on a décidé, dans l'année d'après, en tout cas, ça a pris du temps avant qu'on s'organise, là. Mais ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on a fait des bouts de films. On a 2 films d'1 heure. Un film sur le DVD 1, plus toutes sortes d'autres d'extraits de conférences. Un autre film sur le DVD 2. Et dans le CD-ROM qu'il y a ici, puis tout est relaté. Il y a un document dedans qui dit tout ce qu'il y a dedans. Bien, ici, il y a à peu près 30 dossiers qui sont des recherches qu'on a faites sur la langue, sur l'alimentation, sur les problèmes de santé, l'hygiène qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Les sages-femmes, comment était la religion là-bas, puis comment ça s'est pratiqué ici, avec les curés puis Monseigneur de Laval qui vérifiaient tout, y compris nos décolletés. Il ne fallait pas en avoir de ça. Ben non, c'était à terre. C'était à terre. Il fallait que ce soit à terre. Mais bref, donc, dans ce document-là, puis on a fait une partie en papier, parce qu'il y en a qui préfèrent lire, bien, tout ça, on a mis ça là-dedans. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi, mais on vend ça 35$. Parce que nous autres, on y croit, on passe notre vie à essayer de se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Puis on s'est dit qu'au moins, tout n'allait pas se perdre quand nous autres, on va avoir oublié. Fait que, il n'y a pas tout là-dedans, mais il y a énormément de choses qu'on avait déjà ramassées en 2014. Une petite chanson? Oui, il y a une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une seule université Ben oui, à Cap-Santé. C'est ce qu'on- Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, pas beaucoup, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire sa biographie. Mais Marie-Marthe Payan, elle a vécu d'abord une dizaine d'années à Neuville. OK, comme l'habitude, la plupart. Bien, la plupart, pas tous. Il y a beaucoup qui en ont fait. Oui, bien, à Neuville, c'est parce qu'aussi, il y avait des bonnes terres, et puis c'était proche de Québec, c'était à une marée de Québec. Puis elle a commencé à Cap-Santé, puis après ça, elle a fini sa vie, puis elle est décédée ici et tout. Puis là, on est en train de ramasser toute l'information pour arriver jusqu'aux gens de maintenant, pour essayer de voir qu'elle a eu juste une fille, cette femme-là. Mais cette fille-là, elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants. Oh, Oui, oui. elle est mariée qui? J'oublie son Attends un nom. petit peu, Lise, elle va te le dire. Toi, tu le sais, Lise? Mais en fait, ils sont entrés, on a demandé l'aide de la Société d'histoire des filles du roi de nous aider à comprendre, à connaître ce personnage-là. Donc, ils sont en train d'écrire la biographie. Puis on aura, plus tard dans l'année, on pourra vous en parler davantage. On a un autre projet où on pourra
vous parlez beaucoup plus de Marie-Marthe Péa. Ce soir, on voulait mettre la table sur les filles du roi, voir qui s'intéressait. Donc là, on a vu qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Donc, surveillez un peu ce qu'on aura annoncé un petit peu plus tard. Mais merci beaucoup. Puis, juste avant qu'on chante la chanson, je voudrais en profiter pour faire une autre annonce, c'est qu'il y a une petite poignée de bénévoles à Cap-Santé qui sont en train de monter une société d'histoire à Cap-Santé, ce qui n'existait pas. Monsieur Michel Bertrand, veux-tu t'aider, Michel, pour que les gens puissent le savoir? Donc, te reconnaître. Donc, s'il y a des gens qui sont à Cap-Santé, qui s'intéressent à l'histoire, qui ont envie de... Tu as envie de dire un mot, on dirait, vas-y. Merci de cette petite fenêtre, de poursuivre cette petite fenêtre-là avec un peu plus au monde-là, de quelle histoire. D'abord, merci beaucoup, Mme Berthelot et Mme Tapie du Roi, de votre présence, et bravo à ton initiative, Chantal. Je pense que la future société d'histoire de Cap-Santé, on serait très fiers de faire ta initiative. C'est bien commencé, là. Et j'oublierai jamais le mot superbe, la phrase que vous avez dit, en honneur de la langue française, vous avez dit ceci. Les enfants, en allaitant, en fait, ils veulent boire le français. Ça brûle le français. Mon Dieu, c'est bien. Ça s'appelle pas pour rien la langue maternelle, hein? Oui, c'est ça. Puis, au niveau du mot habitant, encore aujourd'hui, en 2020, heureusement, quand on dit il y a combien d'habitants à Saint-Casimir? Oui, là, on parle des gens qui y habitent. Des gens qui y habitent. Non, mais c'est pas parce que le mot faut... Et c'est un mot 17e hein, qui était glorieux. Je suis un habitant. C'est ça. En moi, tu n'avais absolument rien. C'est ça. T'en viens ici, je t'offre une terre. Elle est à toi, tu peux faire ce que tu veux dessus. Mais fallait la défricher, sinon on te l'enlevait, par exemple. Hey, c'était déjà beaucoup par rapport à ce que les autres c'était mer et monde, hein? Pas compliqué. Une minuscule dernière annonce avant qu'on chante la chanson et qu'on clôt, que c'est des gens qui ont envie de rentrer chez eux, mais s'il y en a qui veulent rester pour poser des questions, j'en dis, vous êtes les bienvenus. Une dernière annonce, c'est que comme on veut souligner le 350e anniversaire de l'arrivée de Marie-Marthe Péa, on est à la recherche de une ou peut-être deux femmes peut-être à Cap-Santé, peut-être dans la région, qui voudraient incarner le personnage de Marie-Marthe Péa. On en a déjà une. Ah, vous en avez déjà une? Oui. Bon, je reprends dans les nouvelles. On a une. Ben, j'ai dû oublier d'envoyer le message. Parfait. Alors, on cherchait quelqu'un qui pouvait être intéressé. Elle est en formation. Vous êtes intéressé? Elle a commencé sa formation parce qu'on donne des formations encore pour faire des filles du roi. Eh bien, elle a commencé les formations au mois de juin. On a déjà 2 de faites. On va avoir la prochaine formation le 14 mars. Et puis, je suis sûre qu'il y a de la place pour d'autres gens. Oui, monsieur. Pourquoi que la fille du roi s'écrit avec un Y? C'est l'ancienne écriture du 17e, roi avec un Y. Et puis écrit le roi Louis XIV avec un I. Oui, mais maintenant, quand on dit le roi Louis XIII ou le roi Louis XIV, quand tout le monde parle, écrit ROI. Mais nous, parce que on vient du 17e, on est arrivé ici au 17e, c'est un choix qu'on a fait d'écrire « Fille du roi » avec le Y, qui était l'écriture de l'époque du mot « roi ». OK, merci. Mais c'est une fantaisie qu'on s'est permise. Alors, vous connaissez cette chanson-là? Oui? Le nom de famille de Mme Géant, ça s'écrit comment? P-A-Y-A-N. Mais encore là, dans le temps, il écrivait au son, hein? Alors, on peut trouver 5, 6, 7 écritures différentes pour des noms. Aussi bien les notaires que les curés, ils écrivaient ce qu'ils entendaient. J'ai hâte de voir ce qu'elle vient. Alors, on peut trouver même le mot Gautier, on peut le trouver écrit de 8 façons différentes. Chacun y allait avec ce qu'il pensait que c'était. Ce qu'il entendait. Voilà. Alors, un petit bout de À la Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. On va faire au moins un petit couplet ou deux. J'ai trouvé que je m'y suis baignée. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Vous savez, dans le temps de la guerre des Patriotes, 1837-38, j'ai lu, puis ça a été corroboré par 1 ou 2 historiens, qu'ils en avaient fait de cette chanson-là un peu comme un hymne national. Même si les choses dont on parle là-dedans, ça ne parle pas de bataille puis
de tout ça, mais ils en avaient fait un genre d'hymne national. Fait que même nous autres, quand on fait des réunions et tout ça, puis que tout le monde placote dans son coin, puis qu'on n'est pas capable de ramasser tout le monde, à se taire un peu, là, hein, comme Chantal voulait faire tantôt. On a failli le faire. On commence à chanter « Il y a longtemps », et puis, avant la fin de la phrase, tout le monde est assis. C'est fait. Plus besoin de cloche d'école. Alors, écoutez, ça nous a fait un immense plaisir d'être avec vous, puis c'est donc plaisant de savoir qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre l'histoire de notre peuple. C'est extraordinaire. Et puis, je me dis toujours, ça se peut pas, quand ils vont partir d'ici, ils vont en parler à d'autres, c'est certain. J'espère, en tout cas. Vous allez en parler à d'autres. Promouvoir la bonne nouvelle. Parce que c'est trop... Nous autres, ça fait... En tout cas, moi, ça fait 12 ans, là. J'en mange encore, puis je suis jamais tannée. Puis on découvre sans arrêt des nouveaux aspects de ce siècle-là. On pourrait bien continuer à dire on va travailler sur le 18e, il n'y a rien qui l'empêche. Mais le 17e siècle est tellement riche, c'est le début du Québec. Et puis il s'est passé toutes sortes d'affaires pas faciles, évidemment, puis des coups plates, et puis des erreurs et tout ça, bien sûr. Mais c'est ça notre histoire, c'est l'histoire de nos débuts à nous. Puis enfin, qu'on commence à en parler, c'est le temps. Vous ne trouvez pas? Fait que je vous encourage à en parler en masse. Bravo! C'est une histoire, donc. Et une histoire, il faut d'abord savoir comment elle a commencé. C'était de trouver par où on allait aborder toute l'histoire de la maison et du site d'Héry pendant toutes ces années-là. Et notre regard s'est arrêté, et j'invite le vôtre à le faire, sur cette photo-ci. Juste le fait qu'on se soit fait photographier devant la maison. Et qui retrouve-t-on devant la maison d'Héry? Il fallait une date. On dit on va arrêter un jour précis. Le jour, je l'ai inventé, je ne peux pas vous dire quel jour c'est, mais on est en 1909. On est à l'été 1909. Et tout le côté ici se passe en 1909, la même journée. On va rencontrer ces gens-là. On va entrer dans cette photo-là. Entrons dans la photo. D'abord, il faut considérer comment tout le monde doit prendre la pause. Parce qu'on est en 1909, on ne bouge pas. Alors, tout le monde doit prendre la pause. Qui rencontre-t-on? Exilda Brousseau. Elle habite ici, c'est la femme de Edmond Déry. Edmond Déry habite ici, et c'est sa vie qu'on va suivre. Pas seulement sa vie à lui, la vie de toute sa famille. Et on va remonter jusqu'à la construction de la maison. Mais pour le moment, il ne nous raconte pas ça. Il se tient là, bien solide, et il nous regarde. En fait, tous ces gens-là nous regardent venir. Ils nous regardent venir vers eux. Ils nous attendent depuis plus de 100 ans. Ils vont se mettre à bouger comme si on sortait d'un rêve. Le petit Edmond, ça c'était compliqué parce que là, on part avec deux Edmonds. Alors, Edmond Déry, c'est Edmond Brousseau. C'est le petit garçon. C'est toujours bien d'avoir un enfant, parce qu'un enfant nous amène où on ne s'attend pas d'aller. Alors, le petit Edmond ici, c'est le fils adoptif d'Edmond Déry et d'Exilda. C'est le neveu d'Exilda Brousseau. Edmond Brousseau. Je passe, ici on a un pensionnaire, je passe un peu plus vite, là, qui est à côté d'un banc. Le banc, on va le retrouver, le banc, on l'a déjà là, qui est un peu un signe. Ça montre un peu que la maison, ici, on s'arrêtait, ici, on se parlait, ici, on venait ici. Puis quelqu'un qui passe ici, on voit le pont. Le chemin qui passe si près de la maison, tellement près de la maison, parce que c'est la maison du PAG, du pont. On va se retrouver avec 4 thèmes. On a la maison, le pont. Quand on est en 1909, le pont que l'on voit, c'est lui. C'est un pont qui a été construit en 1830, qui a toujours été là, donc, depuis des années et des années. Mais il est fragile. On s'inquiète du pont. 1909 fonctionne bien parce que dès après 1909, toutes les choses vont se bousculer. Mais là, on est en 1909, on sait plein de choses que lui ne sait pas encore. Mais on sait que ce pont-là, on va le voir plus tard. Pour le moment, ce pont-là l'inquiète.
Il est péagé du pont, puis ça va pas tellement bien, ce pont-là. Alors, on vient de faire le tour de la maison dans le temps arrêté. Et tout ce qu'on raconte là, c'est pas à cause des Léry, c'est à cause d'une rivière. En fait, j'aurais pu commencer en disant, il était une fois une rivière, mais c'est... Vous l'avez entendu? Quand on dit à cause d'une rivière, c'est à cause d'une rivière qu'aujourd'hui, on est ici même. Ici, on se retrouve à la ferme. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on a oublié, c'est qu'ici, c'est une ferme. Autour, il y a plein de bâtiments de ferme. Il y a une porcherie, il y a un poulailler, il y a des écuries, il y a une étable. C'est une ferme. Donc, Edmond Derry et sa famille sont d'abord des cultivateurs. Ils ont bien besoin pour vivre, parce que ce n'est pas le salaire de péager qui fait vivre. Mais je veux mentionner en passant là, que le fait d'être péager fournissait la maison. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec une dynastie dans la maison. Mais pour le moment, on est à la ferme. Toujours en 1909, l'été, les foins. J'ai été surpris en m'en venant de voir qu'on faisait déjà les foins. Donc, notre photo fonctionne bien aujourd'hui. Alors, qui retrouve... Toutes les photos, il a fallu se pencher sur les photos, mais se pencher presque avec affection. On va retrouver les gens qui sont dessus. On ne les reconnaît pas tout le temps. Mais ici, je vois, c'est Louise Blumhardt. Louise Blumhardt, c'est la mère d'Edmond Derry. Elle était institutrice quand elle était jeune, avant de se marier. On peut donc penser que ses enfants, car elle en a quelques-uns, elle leur a montré à lire et à écrire, que ses enfants étaient probablement plus instruits que la plupart des gens de l'époque. Ici, est-ce que vous la reconnaissez? Exilda, avec une gerbe de foin à côté de Edmond. Les autres sont tombés dans l'oubli. Mais parfois, il y a un enfant ici. Je soupçonne que c'est le petit Edmond Brousseau. On retrouve donc les gens à la ferme dans leur vie quotidienne. On va leur suivre dans les travaux. Et c'est comme ça qu'on retrouve tout au long de l'année, les 4 saisons, on voit les gens qui travaillent sur la ferme. Il était bon, j'attire votre attention sur celle-là, vous allez voir pourquoi. C'est encore Edmond Derry avec son cheval. Edmond Derry est un champion de course à Pont-Rouge. Il était très fier de ses chevaux. Et sur cette photo-là, quand on la regarde de plus près, on voit qu'il s'est endimanché. Ça me touche tout le temps de voir que les gens, dès qu'ils prennent des photos, sont tout le temps endimanchés. Forcément, c'est un événement de se faire photographier. J'essaie de voir de l'autre, c'est la personne qui prend la photo. Il s'est endimanché, il monte son cheval, il a sa chaîne de montre. C'est Edmond Derry avec son cheval qui monte. On comprend que c'est au printemps. Et là, en étudiant les photos, en vivant avec, on se rend compte que le même jour, le photographe a à peine bougé, on a fait venir le petit Edmond. Regardez, c'est la même pause, c'est la même journée. C'est la même journée. Et lui, il est devant des outardes. Qu'est-ce qu'il fait avec des outardes? C'est que c'est aussi des chasseurs. Et quand on allait à la chasse, quand on en blessait, Edmond Derry gardait des outardes blessées pour attirer les prochaines l'automne suivant. Alors, il gardait sur le site des outardes et des oies sauvages. Alors, on le voit ici, on voit que le petit gars est fier de ses outardes. Ça, c'était pour attirer les oiseaux. La photo d'en bas, Edmond Derry, endimanché, avec sa carabine, avec 2 hiboux, un grand-duc, enfin deux oiseaux de proie. On ne sait pas, mais les oiseaux de proie sont empaillés. Alors, eux, ils n'ont pas bougé. Ils sont empaillés, c'est qu'ils servaient à éloigner les oiseaux dans les champs. Alors, on gardait des outardes pour attirer les oiseaux pendant la chasse, et on gardait ces 2 oiseaux empaillés-là pour chasser les oiseaux qui venaient picorer dans les champs. On fait donc le tour de l'année chez les Derry, cultivateurs à la ferme. Le cours du temps qu'on reprend, et on se retrouve en 1804. En 1804, on va construire, après bien des tentatives, des ponts qui vont être construits en aval, qui vont s'écrouler, mais on construit celui-ci en 1804. Puis on prévoit tout de suite que ça va être un pont à péage. Donc, on fait construire aussi la maison du péager. Et à l'époque, la maison est à cette grandeur-là. Il manque toute une aile. C'est la grandeur qu'elle a à l'époque, en 1804, quand les péagers vont commencer à arriver. Le premier qui va arriver s'appelle François Pomereau. Il va être péagé de 1804 à 1816, jusqu'à sa mort. En fait, on les retrouve toujours, ils sont péagés jusqu'à leur mort. Lui, il va vivre dans la maison ici, et c'est à cette époque-là que Tolfré, un militaire britannique, vient pêcher ici, parce qu'ici, c'est un site de pêche. C'est d'abord et avant tout, je le souligne, un site de pêche. Il y a des fosses à saumon, les gens viennent pêcher ici, et c'est un site de pêche militaire. C'est des soldats britanniques qui viennent pêcher ici. C'est rattaché à la garnison de Québec.
Alors, et c'est ici qu'ils s'installent quand ils viennent, c'est ici qu'ils mangent. Ça s'appelle le Salon des Anglais, la pièce où nous sommes. Tolfrey, qui est venu ici dans les années avant 1816, quand il est retourné en Grande-Bretagne, il a écrit ses mémoires. Puis il parle beaucoup de la maison ici, comment elle était reçue, les pêches qu'il faisait. Puis il a fait illustrer son livre, les balles qu'il donnait ici au son du violon. Ça devait être assez intense parce que ça demeure, il faut toujours garder à l'esprit, c'est que c'est des maisons toutes petites. On le sent bien aujourd'hui. Alors les soirées, ça devait être assez animé. Alors on a des illustrations de son livre qui ont été faites par quelqu'un qui n'est jamais venu ici, mais ça montre quand même l'intérêt de la maison et de la pêche. Lui, il disait que c'était le plus bel endroit de pêche au saumon au monde. Alors, ça, on est de 1804, donc 100 ans avant. Je veux souligner quelque chose. Quand on dit 1804, on voit ça loin. Mais peut-être pas qu'on le voit assez loin. C'est plus loin que ce qu'on pense. 1804, je vous dis juste que 10 ans avant 1804, Marie-Antoinette est guillotinée. Quand on dit ça, 1804, on est sous Napoléon, mais quand on dit ça fait 10 ans que le régime monarchique est tombé en France, là, on voit vraiment qu'on est loin. Si on dit 1804, c'est le début des trains, je me rappelle mon arrière-grand-père, c'est très loin, 1804. On est presque sous les rois de France. Tout le monde qui a vécu ici se rappelle. Je mets ça pour vous situer dans le temps, pour avoir le sentiment historique, comment c'est loin, 1804. Beaucoup d'artistes et surtout des aquarellistes britanniques, des militaires, vont venir faire des aquarelles, des dessins sur le site tout autour. Et la plupart de ces œuvres-là sont projetées sur le mur dans la pièce suivante. Les premiers des rives vont arriver ici en 1816. Les deux premiers arrivés ici. Le premier, on le dit, probablement hôtelier à l'ancienne Lorette. On comprend bien qu'on voulait quelqu'un qui savait tenir maison, qui savait tenir un hôtel, parce qu'ici, le but de la maison, c'est de recevoir aussi les pêcheurs. C'est pas juste péager. Donc, on a ici une image qui illustre, mais avec interprétation, la ferme à cette époque-là. On a la maison des riz ici, avec la grange, pas la grange, l'écurie, on voit même des poules ici. Puis en face, d'autres bâtiments de ferme, on voit même une canne à pêche appuyée ici et le pont. C'est un peu l'image qu'avait au début la ferme quand les Derry sont arrivés ici, les premiers Derry. En 1830, le pont qu'on a vu de l'autre côté va s'effondrer. On va donc en reconstruire un autre. Je ne vous ferai pas toute l'historique des ponts qui vont se succéder, mais c'est comme un enjeu tout le temps. Le pont est détérioré, le pont ne peut plus passer, le pont est brisé, le pont... Il y a tout le temps, et à un moment donné, les péages, on va les trouver trop chers. Alors, c'est toute une histoire autour de ça, qu'on suit le pont et qu'on suit les inquiétudes des Derry qui vivent ici. C'est aussi l'époque des diligences. Oui? Y a-t-il eu des décès par rapport au chute des ponts? Non. Non. Même celui qui s'est écroulé à l'époque de Louis Desroux, on ne parle pas qu'il y a eu de décès. On n'en parle pas, en tout cas. Puis cette époque-là, c'est l'époque des diligences. Les diligences qui prenaient le chemin du roi. Mais il faut faire attention, c'est pas comme l'arrêt d'autobus, là. Il y avait des relais entre Québec et Montréal pour les diligences. Il y en avait 25. On n'est pas absolument certain, là, la Maison Derry n'est pas inscrite comme un relais de diligence. Mais Louis Derry gardait 2 chevaux dans son étable, pourquoi il y a besoin de changer de chevaux. Il faut imaginer que les gens pouvaient arrêter ici, pouvaient se désaltérer ici. Mais il ne faut pas le voir comme que c'est le concept d'abord de la maison, de recevoir les diligences. Le concept de la maison ici, l'idée de la maison, c'est de recevoir les pêcheurs britanniques. C'est un club de pêche privé.